rapaces de Gap ici avec Sébastien Auprandi, le manager général du club. Salut Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Bienvenue. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et puis avec Théo Sarliève qui a Bonjour. rejoint le projet, le club cette année. Ouais. Bonjour, Salut à bonjour. toi. Alors Sébastien, ton rôle c'est donc manager général, on le disait tout à l'heure, un peu hors antenne. Manager général, on peut mettre tout un tas de fonctions derrière. Comment ça se passe au club? Voilà, comment tu travailles avec Luciano Basile pour le côté équipe première et puis avec le reste du club, on imagine aussi. Je pense que c'est un poste où il faut s'adapter un petit peu au milieu et aux gens qui sont autour de nous, avec les qualités, les défauts des uns et des autres. Donc moi, c'est plutôt un management, j'ai envie de te dire, collaboratif, où j'ai pas besoin d'expliquer à Luciano ce qu'est un système de jeu ou ces choses-là. Il y a d'autres choses que j'amène et j'essaye d'être un peu derrière tout le monde, que ce soit d'un point de vue administratif, sportif, y compris essayer d'être un peu moteur au niveau des actionnaires, essayer d'orienter les choses et de faire passer un peu les idées. Mais c'est vraiment un échange et aller essayer d'apporter un support là où j'estime qu'il y a besoin d'amener de l'aide. Les grands axes du côté fondateur en fait de ton travail. Moi, je l'imagine comme ça en tout cas que tu travailles les fondations en fait du projet. Oui, c'est essayer de. Moi, mon objectif, c'est d'essayer de donner des perspectives et de la pérennité aux choses. On est dans un club ou dans une petite ville où le hockey, c'est un peu, on est un peu l'OM en fait de la perception qu'on a. Mais mon expérience à Brest me le relance encore un peu plus. Ici, les gars se promènent en ville, ils sont connus, ils sont reconnus. On est le seul sport collectif vraiment dans le département, pas que dans la ville. Et donc ça, c'est très particulier de ce point de vue-là. Et je pense que c'est une force, mais en même temps, on a un système et un budget en fait qui correspond aussi à la taille de notre ville. Donc qui est pas un très gros budget, qui est un budget qu'il faut se battre pour arriver à boucler et rentrer à l'équilibre. Il y a toujours une dose de pari, de risque. Notre budget repose beaucoup sur la billetterie, les partenaires privés. Donc c'est beaucoup à l'humeur, à est-ce que réellement l'équipe va être compétitive, est-ce qu'on va venir, est-ce qu'on va pas venir. Et il peut y avoir des différences de plusieurs dizaines de milliers d'euros en fin d'année, d'un côté positif comme négatif. Donc c'est un peu le côté fragile, le côté fragile. Donc voilà. Alors le hockey gapençais, c'est ta réalité, puis c'est aussi ton héritage, évidemment, avec voilà, ton père était une figure du hockey gapençais et puis de l'histoire aussi de l'équipe de France. Du coup, c'était dans les veines quand tu as eu la possibilité de venir à Gap, c'était un peu voilà, je vais pas dire la boucle qui se boucle, tu as encore beaucoup de choses à montrer, à prouver dans le hockey français, mais c'était une évidence pour toi de revenir? Ça, oui, en effet, je pense que sur Gap, il y a beaucoup de fils d'eux. Beaucoup de parents qui ont transmis leur passion à leurs enfants et qui transmettent à la génération suivante. Donc, et je pense que c'est le cas dans le hockey français de façon générale. On a Théo qui est présent ici aussi, qui lui aussi a un papa qui s'illustre dans le milieu. Mais voilà, oui, le passage de Brest à Gap a été c'était un peu un bébé pour moi Brest parce qu'on a fait grandir, monter jusqu'à haut et devenir sur Gap, ça n'a pas été motivé que par le fait de revenir dans mon club de formation. À Brest, justement, c'était un projet en perpétuelle ébullition, pas simple, dans une terre qui connaît peu le hockey, comme tu le disais. Quelle impression tu en gardes, quel souvenir tu en gardes? On sait que Brest, ça laisse rarement indifférent comme ville déjà au départ. J'ai adoré, on était en Détroit, on est monté, comme je te dis, jusqu'à Magnus, beaucoup d'émotions, beaucoup de gens on s'est battu pour le faire vivre, le club. Je suis content qu'il continue à vivre et j'espère qu'il va vivre encore longtemps de belles choses. Mais c'est beaucoup d'investissement dans un environnement complètement différent d'ici. Euh, Ici, je pense c'est un club historiquement formateur. La formation a bien relevé le nez. Je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on travaille sur la durée. C'est quelque chose qui correspond peut-être un petit peu plus à notre modèle économique de base. Cela dit, on a eu des succès, on a gagné 2 titres sur les 4 dernières années, 2 titres de champion. Donc c'est des choses qui montrent que la fièvre peut vite s'emparer de Gap. Donc c'est la différence entre on est sur les deux opposés un peu
même en termes d'infrastructure, pas facile. Brest compliqué. On sait que l'historique président Bounour se bat régulièrement parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi accueillir des partenaires. C'est deux modèles différents. Sur Gap, ici, on est beaucoup plus... c'est implanté historiquement. Après, le hockey sur Brest, mine de rien, ils ont été champions dans les années 90 et ça commence à dater. Nous, il y a eu les titres des années 70 et puis plus récemment, il y a eu un trou au milieu. Je dirais que chacun essaye de se battre. C'est pas facile que ce soit à Brest, à Gap ou de partout ailleurs. Je pense que la Ligue Magnus à 44 matchs, les infrastructures de Brest ne pouvaient pas leur permettre de continuer de façon pérenne en Magnus. Et que des fois, c'est mieux de faire un pas en retrait et de dire qu'on peut pas, même si ça a été mal fait, mal exprimé. Et derrière, qu'ils en ont subi un peu les conséquences et la fièvre un peu des supporters déçus, c'est logique. On voit beaucoup de clubs qui disparaissent chaque année. On a perdu Épinal, qui aurait dit il y a 3-4 ans qu'on allait perdre Épinal. On a perdu Dijon. C'est des choses qui sont lourdes et beaucoup de passion. On a perdu beaucoup de gens en route. Alors ils reviendront mais ça montre que le système est toujours fragile et je pense que la réalité c'est que dans chaque club on se bat pour pas être le prochain. Et il faut en avoir conscience et on se bat au quotidien là-dessus. Et sur Gap, régulièrement, on vient nous demander le prix du match, 13 €, 14 €, c'est cher. Ouais, mais si on le descend à 6, on jouera en division 2 ou on sera pas là. C'est très fragile de rentrer dans les clous chaque année. Et je pense que c'est important que les gens en aient conscience. Alors, à Brest, tu as travaillé avec une grande personnalité, Briec Bounour, qui fait beaucoup parler, évidemment, qui ne mâche pas ses mots, qui est philosophe aussi. Comment tu as vécu ça? Je dirais que tu es plutôt du genre à trouver la richesse un peu partout et que de ces échanges-là, tu as dû aussi vivre de bons moments. On a vécu de bons moments, on n'avait pas la même philosophie du sport, mais le hockey à Brest a été implanté grâce à Briec et à ses sociétés. Ça, c'est indéniable. Après, on a essayé de pérenniser les choses et amener des saveurs un petit peu différentes, collectives, essayer de pérenniser un peu les choses. Il se bat encore là-haut pour maintenir le club en haut. C'est une personnalité. Vous passez pas sur Brest, vous passez sur Gap, donc je pense que c'est pour ça que j'ai un peu toutes ces questions. Mais il y a une vraie passion du hockey, il y a beaucoup de supporters, il y a un vrai esprit. La Bretagne est magnifique, c'est vraiment un bel endroit pour jouer et on n'a qu'à voir tous les garçons qui sont montés sur les dernières années où j'y étais. Ils y sont encore tous. Ils sont viscéralement attachés à ces terres-là. Et c'est vraiment un beau coin. Et ce qui leur manque, honnêtement, c'est une patinoire pour arriver à avancer plus. Et ils ont eu, serait-ce qu'une salle polyvalente là pour la salle de choix de 6 ou 7 000 places là pour le handball féminin. Et on voit comme ça a pris. Il y a beaucoup de passion et le sport est aimé là-bas. Alors on a un jeune joueur de l'effectif ici en plateau avec nous. C'est une nécessité aujourd'hui pour un club comme Gap de servir de marchepied pour des jeunes internationaux et de leur offrir un environnement positif de travail. Oui, et je dirais que derrière tout ça, on essaye de manier deux choses. Notre côté formateur et ce qu'on a envie d'envoyer comme identité. Et de l'autre côté, le côté compétitif. Donc on essaye de marier ces deux choses-là qui sont pas forcément de vouloir être compétitif et donner de la chance aux jeunes. Il faut vivre avec les erreurs des jeunes pour qu'ils progressent, qu'ils avancent. Mais en même temps, nous, on a besoin de gagner des matchs et de remplir la patinoire et de faire des parcours. Je dirais que c'est stratégiquement à la fin de la saison dernière qu'on s'est dit que on parle d'enveloppe, hein, on fait le budget en fait à consentir sur les joueurs français. Il fallait qu'on les accompagne plus que ce qu'on les avait accompagnés l'année dernière, amener plus de qualité à côté pour qu'ils puissent plus s'exprimer aussi, les mettre dans un rôle un petit peu différent. Pour ça, c'était aussi donner la chance à des bons jeunes joueurs, des espoirs, des jeunes qu'on identifie comme étant des jeunes qui peuvent accéder à l'équipe nationale plus tard. Et parce que prendre un jeune de 23, 24, 25 ans,
Si on en prend 11, admettons, pour avoir le quota de joueurs formés localement, on n'a juste pas les budgets pour arriver à avoir une équipe qui a les prétentions qu'on a. Donc c'est des paris, c'est ce qu'on ressent. Et je pense qu'on a un équilibre entre joueurs français expérimentés qui connaissent déjà le système sur Gap et de joueurs talentueux comme Théo qui ont tout l'avenir devant eux et qui nous montrent qu'ils ont déjà des qualités pour jouer à ce niveau-là malgré son jeune âge. Théo, justement, la logique de ton arrivée à Gap dans ton parcours, c'est intéressant, c'est un contexte qui te plaît et qui te paraît optimal pour continuer de progresser. Oui, c'est sûr, j'ai commencé en D1 à Clermont il y a 2 ans. J'ai fait la descente bien sûr avec Clermont qui était un peu compliquée et puis je me suis dit que c'était le moment de partir et puis Gap m'a appelé donc j'ai dit bon, bah, pourquoi pas tenter l'expérience en Magnus. Très jeune, 14-15 ans je crois, tu es parti au HC 74. Ça a Ouais, été, c'est ça. Bah, j'ai suivi mon père qui est parti coacher là-haut et je suis resté 4 ans, 3 ans avec ma famille puis 1 an en internat et puis dès que l'opportunité s'est faite à Clermont, je suis rentré pour tenter ma chance en senior. On parle d'une formation vraiment de qualité au HC 74. On sait que c'est le regroupement de plusieurs clubs avec un esprit hockey très fort et des bases vraiment. J'imagine que tu as dû apprendre beaucoup là-bas. Bah, c'est une terre de hockey quand même. Megève, Chamonix, Saint-Gervais, c'est sûr que c'est des clubs connus. Donc il y avait une très bonne formation et j'ai passé 4 années vraiment bien là-haut. Et puis voilà, je suis revenu à Clermont chez moi où j'ai commencé. C'est intéressant de jouer surtout avec des seniors. C'est vraiment le cap qui est compliqué peut-être à passer, même si on s'y prépare au mieux. Toi, tu conseillerais plutôt aux jeunes joueurs ce marchepied de la D1 qui est aujourd'hui d'un très bon niveau en plus, enfin, de la D1 ou de la D2 d'ailleurs. Mais... Ouais, je pense que c'est quand même pas mal parce que jouer contre des hommes et des enfants, ça change vraiment beaucoup. Même si techniquement on est quand même assez en avance, bah, physiquement c'est beaucoup trop compliqué. Donc c'est sûr que la D1 et la D2, ça m'a vraiment aidé à franchir ce cap. Toi, tu côtoies en équipe de France jeune des coéquipiers qui jouent à l'étranger, qui partent tôt jouer en Suisse par exemple. Il y en a eu un certain nombre. Comment tu te positionnes par rapport à eux, etc. Est-ce que ils ont des apports différents? Est-ce que vous échangez sur tout ça? Bah, ils ont une vision différente un peu du jeu, on va dire, mais le hockey français se porte bien. Je pense qu'il n'y a pas une énorme différence entre eux et nous. C'est sûr, on discute de comment ça se passe, les entraînements qu'ils ont et ce que nous on a, mais ça ne change pas énormément. C'est important d'être bien entouré. Toi, le cadre familial est stable et solide. J'imagine qu'il y a ils te conseillent bien et qu'ils t'accompagnent dans tes projets. C'est toujours un projet familial en fait, quelque part, Ouais, un projet familial. moi j'ai eu de la chance d'avoir mon père qui était dans le milieu du hockey. Il m'a plutôt bien aidé sur tous les choix que j'ai faits. Après, j'ai été coaché quasiment que par lui. J'ai changé 2 fois de coach. Mais ouais, c'est super important d'avoir une situation assez stable, on va dire. Alors, donc tu arrives à Gap, il y a Sébastien qui est là, et puis il y a Luciano Basile aussi, qui est une vraie personnalité du hockey français. Est-ce que tu attendais avec un peu de fébrilité de le rencontrer? Comment ça se passe avec lui sur la glace, etc. C'est sûr qu'en le voyant coacher, quand moi j'étais à Clermont, c'était quand même quelqu'un qui avait assez de charisme. Donc j'étais impatient de le rencontrer, et puis ça se passe super bien sur la glace, en dehors. Donc on verra comment ça se passe, mais pour l'instant ça va bien. En termes d'objectifs, qu'est-ce qui t'est demandé ici, tout simplement? C'est surtout en termes de comportement, d'être vraiment toujours professionnel et puis de bosser dur? Bah oui, c'est d'apprendre le hockey professionnel, comment ça se passe, de bien m'entraîner et puis bien jouer bien sûr, et puis progresser le plus possible. Donc on va voir comment ça se passe, mais pour l'instant les entraînements sont bien et puis on s'entend tous bien, donc c'est bien. Tu as tous les aspects du professionnalisme en tête, la nutrition, la préparation physique, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie? On va dire que c'est la priorité aujourd'hui? Bah, c'est la priorité, c'est sûr que je suis jeune, j'ai encore du temps, mais il faut que j'apprenne un peu tous les vices du métier, on va dire. La nutrition, le sommeil, les entraînements et puis tout ce qui englobe le hockey. Alors les études, le côté professionnel, tout ça, est-ce que ça fait aussi partie de ton quotidien? Est-ce que tu arrives à l'intégrer? Est-ce que c'est mis entre parenthèses pour l'instant? Là, j'ai pas d'études pour l'instant, j'en ai fait l'année dernière. Je pense que je vais reprendre un peu à côté, étant donné qu'on a les après-midi assez libres, voire pour faire quelque chose par correspondance, pour pas décrocher complètement les études.
Sébastien, c'est quelque chose, un sujet qui vous importe aussi, où vous accompagnez, vous essayez d'accompagner les jeunes joueurs pour qu'ils trouvent leur équilibre? C'est compliqué pour eux, il faut se le dire. On en a plusieurs qui étudient à Grenoble et qui ont la possibilité de faire sur plusieurs années. On fait 1 an, il y a Morin Bouvet qui a fait ça. Il y avait Arnaud Fort l'année dernière aussi. Après, pour rajouter un peu à ce que disait Théo, quand on parle de la différence pour les jeunes qui partent à l'étranger, beaucoup tentent l'aventure à l'étranger et nous, ce qu'on s'est dit, c'est on a voulu donner la chance à des jeunes qui pourraient tenter d'aller justement à l'étranger parce qu'on leur donne pas la possibilité au sein des clubs de Magnus. Donc c'est le pari qu'on a fait, qu'on teste cette année. Mais tout le côté professionnel qu'ils peuvent découvrir à l'étranger, je pense qu'une organisation de Magnus est capable de l'offrir, est capable d'apporter tout le soutien, que ce soit au point de vue du staff, des prépas physiques, des séances vidéo, de toute la structure qui peut être amenée. Et c'est ce que je pense qu'on amène aux jeunes. C'est Luciano, je pense qu'il a dû vous le dire, c'est une formule qu'il aime bien dire, c'est on essaye de faire, on est un petit club, mais on essaye de faire tout ce que les gros font. Pour que ce soit carré, structuré et dans nos moyens, mais c'est pas forcément des choses qui coûtent de l'argent, mais c'est quelque chose qui fait en sorte que ce soit carré et que tout est bien rangé à sa place. Être le meilleur des petits clubs, à défaut d'être un gros club, accepter qu'on n'est peut-être pas un gros club, ne pas essayer de copier les gros clubs, mais trouver des solutions pour effectivement accompagner les joueurs, le projet de club avec plus d'idées. Parfois on dit on n'a pas de pétrole, mais on a les idées, c'est un peu le... Non, ça serait réducteur pour les autres en face aussi. Disons que nous, on a notre réalité et on essaye d'optimiser au mieux dans nos réalités. Très bien, c'était un vrai plaisir de discuter avec tous les deux. Merci encore à toi Théo. Merci. Et puis très bonne saison, très bonne suite de carrière évidemment. On continuera de te suivre. Et puis Sébastien, je te remercie aussi d'avoir accepté et puis de nous avoir si bien accueillis à Gap. Merci beaucoup. On va retrouver tout de suite notre chronique habituelle. Maintenant, vous commencez à vous y habituer avec Frère Marc. Donc je te laisse la parole Frère Marc, c'est à toi. La Tchécoslovaquie fut une grande exportatrice d'entraîneurs, qui fit diffuser son savoir dans toute l'Europe. Les autorités y envoyaient en mission pour 3 ans leurs meilleurs spécialistes qui revenaient ensuite au pays. La Finlande, l'Allemagne, l'Autriche surent en profiter. La France fut un peu en retard sur le sujet. Le premier entraîneur tchécoslovaque fut Adolf Sprinkel, à Grenoble, qui fit monter l'équipe en élite et la fit championne de France junior. Mais la vraie révolution arrivera avec Zdeněk Blaha. Il n'était pas à sa première mission à l'étranger. Il avait été champion de Yougoslavie en 1957, champion d'Italie en 1969 avec Gardena. Mais en 1975, quand il arrivait en France, c'était vraiment un autre monde pour le hockey français. À Gap, où il arriva, c'est le Canadien Camille Gélinas qui avait partagé sa passion du hockey, son enthousiasme, avec toute une génération. Blas, lui, changea la donne. Il passa de 2 à 4 entraînements par semaine. Et surtout, il fit découvrir à des joueurs ébahis les tactiques, les systèmes de jeu, une rigueur qu'il n'avait jamais connue jusqu'ici. Ce fut les très grandes années du hockey dans la patinoire de la Blache. Cette patinoire où il faisait souvent des températures en dessous de 0. Cette patinoire où le vent déconcertait les équipes adverses, surtout quand il était de face. Cette patinoire où la glace était des fois de qualité inégale, mais où autour, 2500 spectateurs vibraient. Et plusieurs quarts de supporters rejoignaient les déplacements. Cette équipe, avec un seul Canadien, Richard Peterson, avait pour l'heure uniquement des joueurs formés au club autour de lui. Le gardien, Bernard Calle, le défenseur, Robert Oprandi, et puis le petit Dominique Pellou, les frères Lieberman, les frères Masse.
La fédération remarqua le travail de Blas et le nomma à la tête de l'équipe de France. Son prédécesseur, là encore, était un Canadien. Un ancien coéquipier de Gélinas à la CBB d'ailleurs, Pete Laliberté. Un homme sympathique et agréable. À sa place, l'autoritaire Blas, l'extrême inverse, fut déconcertant pour les joueurs de l'équipe de France, pas habitués qu'on leur impose tant de discipline sur la glace et en dehors. L'expérience finit mal, les joueurs se révoltèrent et Blas fut débarqué. Mais à Gap, il avait laissé les germes de son passage. En effet, quand la France monta, une dizaine d'années plus tard, dans l'élite mondiale, elle avait dans ses rangs Christian Pouget et Bruno Saunier, deux joueurs qui ont beaucoup appris aux côtés de Blas dans leur jeunesse à l'école de hockey de Gap. À bientôt, mes chers frères, pour d'autres aventures du hockey franco. Salut le hockey franco, retrouvez-nous jeudi pour la suite de l'émission avec Georges Obinski et Romain Moussier. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!